Voici les principales actualités de ce samedi 4 juillet. On commence en Russie, de nouveau visée par l'Ukraine. Des drones et des missiles ukrainiens ont visé plusieurs raffineries dans la ville de Saint-Pétersbourg. Une base navale près de la seconde ville russe a également été touchée par les drones ukrainiens. Cette nouvelle opération ukrainienne à très longue portée intervient en forme de riposte après une opération russe contre la ville de Kiev du 2 juillet. En deuxième actu, avec le Mali de nouveau déstabilisé. L'Alliance du Front de libération de l'Azawad, représentant les séparatistes Touaregs et du Djinim, ont lancé une opération au nord du pays, particulièrement dans la région de Kidal, mais également à Gao et à Tombouctou. Les autorités maliennes ont annoncé avoir repoussé l'offensive qui intervient après une première opération au printemps dernier qui a fait vaciller le pouvoir d'Assimi Goïta, qui s'appuie encore sur la Russie dans la région. Enfin, on termine aux États-Unis, qui célèbrent en fanfare le 250e anniversaire de l'indépendance du pays. Plusieurs célébrations sont en cours dans le pays, alors que Donald Trump, qui tente de personnaliser cette fête, a essuyé plusieurs échecs. Le festival de Washington a dû être annulé faute de participation, alors que plusieurs incidents techniques ont également eu lieu depuis ce matin. L'armée russe concentre ses efforts sur cette ville forteresse de la région de Donetsk. Kostantinivka, l'un des derniers verrous sur le front ukrainien, serait désormais aux mains de la Russie, a déclaré le porte-parole du Kremlin. Une information démentie par l'Ukraine, mais qu'importe pour Vladimir Poutine. En chef de guerre, il a félicité son état-major pour cette prise, dit-il, d'une importance stratégique majeure. Vêtu d'un treillis, le président russe a réaffirmé ses objectifs dans le Donbass. La libération de la République populaire de Louhansk est désormais achevée. La destruction des formations des forces armées ukrainiennes se poursuit dans la République populaire de Donetsk, ainsi que dans les régions de Zaporijia et de Kherson. Pourtant, la ligne de front d'environ 1 millier de kilomètres de long s'est stabilisée. Les forces ukrainiennes parviennent à contenir les avancées ennemies. En juin, l'armée russe n'a pas gagné de terrain. Elle avance à un rythme très lent et c'est ça qui compte. On a calculé que grosso modo, à l'allure où elle avance, il lui faudrait 3 ans, plus de 3 ans pour conquérir ce fameux oblast de Donetsk dont il rêve. Et donc, on en est très loin. L'annonce de la prise d'une nouvelle localité par l'armée russe cache une réalité beaucoup plus difficile pour le Kremlin, notamment sur le plan économique. Plusieurs régions russes font désormais face à des pénuries de carburant. La Russie va ouvrir 4 nouvelles ambassades en Afrique afin de renforcer sa présence sur le continent. La Russie prévoit d'ouvrir ses nouvelles ambassades en Gambie, au Libéria, au Togo et aux Comores. Après l'ouverture de missions au Niger, en Sierra Leone et au Soudan du Sud en 2025, Moscou affirme vouloir être représenté dans l'ensemble des pays africains. La Russie cherche à diversifier ses partenariats face aux sanctions occidentales liées à la guerre en Ukraine. Kostantinivka est tombée, ce que nous annoncions il y a 5 jours. Perdre Kostantinivka pour l'Ukraine fragiliserait tout le Donbass restant. Elle protège les arrières et les lignes logistiques vers l'ouest. Zelensky dément une nouvelle fois cette prise russe. Pourtant, ses précédents démentis ont été rattrapés par les faits. Lorsque Kursk a été reprise, Zelensky affirmait encore que les forces ukrainiennes contrôlaient la zone, alors que vidéos à l'appui diffusées par les médias de propagande français, des soldats ukrainiens se rendaient et déposaient les armes. Même scénario à Pokrovsk, dont il niait la perte, alors que la ville était déjà sous contrôle russe. Depuis des mois, Kostantinivka se vide progressivement et de nombreux soldats ukrainiens ont quitté leur position. Les forces russes, après avoir établi une tête de pont dans la zone ukrainienne, ont avancé méthodiquement en repoussant les unités ukrainiennes vers l'ouest. Les unités de l'armée ukrainienne ont tenté de maintenir leur position, mais sous la pression russe, elles se sont repliées tout en subissant de lourdes pertes. Kostantinivka est l'un des derniers verrous sur le chemin vers les grandes villes de Kramatorsk et Soviansk, dont la capture est l'objectif ultime du Kremlin dans le Donbass. C'est un bastion clé de la ceinture fortifiée de l'Est de l'Ukraine qui est tombée. Son occupation offrirait aux forces russes un point d'appui stratégique, leur permettant de progresser vers le nord, le long de cette ceinture urbaine, devenue l'axe central de leur campagne militaire. Prendre la ceinture de forteresse serait leur plus grande victoire et donnerait à la Russie un levier énorme dans d'éventuelles négociations. Pire, Poutine ne compte plus s'arrêter là. Vos négociations sont bien, mais vont devoir attendre. Il a ordonné la poursuite de frappes massives contre l'industrie de guerre ukrainienne et les installations qui soutiennent son fonctionnement.
Continuons à suivre le spectacle des drones ukrainiens au-dessus de Moscou et la fameuse opération des 40 jours, dont il reste déjà 31 jours. De notre côté, nous restons concentrés sur le Donbass où l'Ukraine essuie défaite après défaite. Moscou vient de lancer un avertissement inhabituel. Du côté de Kiev, la Fédération de Russie vient de demander aux diplomates, aux étrangers qui résident dans la capitale ukrainienne de quitter la capitale dans un bref délai. Ce sont eux qui savent quels moyens de transport emprunter pour quitter la ville. Qu'ils aient les moyens ou pas, qu'ils quittent la ville. Il faut donc dire que c'est un avertissement inhabituel. En demandant aux diplomates étrangers, aux organisations internationales et à certains ressortissants étrangers de quitter Kiev, la Russie tire sur la sonnette d'alarme. Oui, parce que c'est une annonce inhabituelle. Et cette annonce intervient alors que la Russie a multiplié les menaces de frappe contre les centres de décision ukrainiens, contre le territoire russe ces dernières heures. Vous n'êtes pas sans le savoir que l'Ukraine et l'OTAN ont copieusement bombardé la Russie ces dernières 24 heures. Ça, c'est tellement qu'ils ont bombardé, ça fait mal à tout le monde, en tout cas la majeure partie de ceux qui sont du Sud global et qui soutiennent la Fédération de Russie contre l'Occident décadent. Alors, la Russie devrait faire quelque chose. Plusieurs observateurs l'ont dit. Est-ce que nous sommes en face de cette offensive majeure, très attendue? Il faut dire que derrière cette mise en garde, une question inquiète les observateurs. La Russie prépare-t-elle une nouvelle phase de son offensive contre la capitale ukrainienne? Voici l'une des questions qui inquiètent les observateurs. Et donc, pourquoi Moscou demande-t-elle aux étrangers de quitter Kiev? La question va sembler être bête, mais pourtant elle n'est pas anodine. Elle veut dire beaucoup de choses. Regardons de plus près certains éléments de réponse dans plus de détails. Voyez-vous, la Russie annonce des frappes plus intenses. Selon les déclarations russes, les futures opérations pourraient viser les infrastructures énergétiques, des centres de commandement, des installations liées à l'effort de guerre ukrainien. Puisque c'est la même chose, ce sont ces mêmes cibles que l'Ukraine a touchées et continue de toucher du côté de la Russie. Moscou ne se limite pas là. Moscou affirme vouloir éviter que des ressortissants étrangers se retrouvent pris dans ces attaques. Et vous savez pourquoi Moscou avertit les étrangers de quitter? Si des étrangers sont frappés, notamment des diplomates, cela va être considéré comme étant une provocation diplomatique. Ça va créer un conflit diplomatique entre la Russie et les pays dont les diplomates ont été frappés. L'interprétation de cela va être très dangereuse. Alors, le deuxième élément de réponse à cette question, la question que nous avons posée, pourquoi Moscou demande aux étrangers de quitter? Le premier élément, c'est parce que Moscou ne veut pas toucher aux diplomates étrangers pour éviter un conflit avec d'autres pays. Le deuxième élément, c'est un message adressé à l'Occident. Cette demande n'est pas seulement sécuritaire, elle constitue également un signal politique adressé aux pays occidentaux qui soutiennent Kiev. C'est-à-dire que le Kremlin veut montrer qu'il considère l'escalade actuelle comme particulièrement sérieuse. C'est une escalade qui est particulièrement sérieuse, qui sera vraiment de taille. Alors, le dernier élément de réponse, il faut dire que c'est pour répondre aux attaques ukrainiennes. Moscou a beaucoup encaissé, la Russie a beaucoup encaissé. On l'a dit tout à l'heure, beaucoup d'observateurs ne sont pas contents de la Russie. La Russie même n'est pas contente de ceux qui arrivent sur son territoire. Alors, finalement, la Russie va répondre. Et donc, les frappes de drones contre Moscou, les frappes contre la Crimée, les raffineries et certaines installations militaires russes ont été renforcées, ou du moins ont renforcé les appels à une riposte plus dure au sein du pouvoir russe. Au sein même du pouvoir, les gens ont appelé à une riposte plus dure. Alors, Vladimir Poutine a-t-il écouté les appels à la riposte ferme et dure? Certainement oui.
puisque même sur le continent africain, beaucoup ont appelé Vladimir Poutine à sortir de son sommeil. Ainsi, la dernière question qui se pose, elle est celle de savoir, la Russie prépare-t-elle une offensive majeure contre la capitale? La réponse va être oui. Mais regardons certains éléments de réponse dans plus de détails. C'est une pression militaire croissante. Oui. Depuis plusieurs semaines, les frappes russes contre les infrastructures énergétiques, industrielles et militaires ukrainiennes se sont intensifiées. Même si par endroits, ça s'est rarifié. Et donc, les responsables russes évoquent régulièrement la nécessité d'accroître la pression sur Kiev. Alors, c'est une offensive majeure. La Russie devra montrer ses capacités de nuisance à l'Occident décadent. Il faudra que quelque chose du jamais vu se produise. Et nous avons comme l'impression que c'est cette chose du jamais vu que la Russie est en train de préparer. Sinon, pourquoi demander aux diplomates de quitter? Pourquoi demander aux étrangers qui sont sur le territoire de la ville de quitter? Parce que quelque chose de lourd arrive. Et si il y a des scénarios qui se présentent, qu'est-ce que la Russie va faire? Bon, pour le moment, on peut deviner un scénario d'une campagne de frappe massive, comme d'habitude. Plusieurs analystes estiment que Moscou pourrait privilégier une vague de frappe de grande ampleur, utilisant des missiles de croisière, des drones et missiles balistiques, plutôt qu'une offensive terrestre directe contre la capitale. Pendant que certains pensent qu'ils vont envoyer des soldats, des troupes au sol dans la capitale, d'autres pensent que ça va être comme d'habitude la guerre aérienne. Faire descendre les missiles, Iskander, quoi d'autre encore, Oreshnik, Boudjoum, Bajang, sur la capitale. Oui, et sans cesse, non-stop. C'est ce scénario qui est le plus probable. Et donc, l'Ukraine en réalité est en train de se préparer au pire, puisque les autorités ukrainiennes sont en train de renforcer déjà leur système de défense aérienne et les autorités sont en train de multiplier les mesures de protection civile, puisqu'en pareil cas, les abris anti-bombes deviennent la mode. Quand ça frappe, vous attendez seulement les alarmes crier, ouin, 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 vous êtes obligé de rentrer. Vous dormez sous les abris. Ben, si vous voulez, sortez dehors. Iskander ne fait pas la distinction. Et même sous les abris anti-bombes, Iskander peut traverser, pénétrer et toucher la cible. Donc, la possibilité d'une nouvelle campagne de bombardement massif est prise très au sérieux à Kiev. Et en conclusion, la demande russe adressée aux étrangers de quitter Kiev, c'est un signal rare qui témoigne de la montée des tensions. La situation est donc en train de prendre une autre dimension. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était tout pour la une de l'actualité internationale. Merci bien à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce du Tout-Puissant avec bien sûr de nouvelles actualités. En ce 3 juillet 2026, pendant que Volodymyr Zelensky est en train de pleurer, toute l'armée ukrainienne est en train de pleurer et accuser la Russie de terreur, c'est pendant ce moment que l'Ukraine et l'OTAN choisissent, selon eux, de continuer le système du œil pour œil, dent pour dent. La Russie a été encore frappée. Oui. Et cette fois-ci encore, ce sont des infrastructures énergétiques qui ont été frappées. Des infrastructures énergétiques. Et les frappes sur les infrastructures énergétiques qui s'intensifient en territoire russe font très très mal à Vladimir Poutine. L'Ukraine et l'OTAN ont passé plusieurs mois en train de frapper la Crimée. La petite réaction de la Russie les a mis KO. Et maintenant, ils ont repris. Alors, ce 3 juillet 2026, une attaque ukrainienne a provoqué un important incendie. Et l'incendie s'est déclenché où? Dans la région russe de Belgorod, à proximité de la frontière ukrainienne. Belgorod, c'est cette ville russe qui est toute proche de l'Ukraine.
Il faut dire qu'en temps de paix même, les habitants de Belgorod partent faire le manœuvrage du côté de l'Ukraine, etc. Donc, c'est cette ville frontalière qui a été frappée. Selon les autorités russes, une femme a été tuée. Plusieurs infrastructures électriques ont été endommagées, ce qui a provoqué des coupures d'électricité, des coupures d'eau dans plusieurs localités. Alors, voyez-vous, c'est une frappe qui intervient à un moment où l'Ukraine, Kiev est en train de pleurer, est en train d'accuser la Russie. Ça intervient à un moment où la plupart des villes ukrainiennes sont en train d'être frappées. Mais ces frappes auxquelles la Russie s'est livrée, c'était juste pour donner un avertissement, pour dire arrêtez, sinon ça va mal se passer. Mais contre toute attente, au lieu d'arrêter et chercher à aller vers les négociations, l'Ukraine cherche à empirer. Mais la ville qui a été frappée, ce n'est pas en profondeur de la Russie, non, c'est sur les côtes de la Russie. Alors, l'Ukraine est en train de frapper les infrastructures énergétiques parce que selon elle, elle est en train de répondre aux frappes russes et selon la logique de réciprocité. Ils sont très fâchés. La Russie a frappé d'importants centres logistiques. La Russie a frappé le nœud du réseau ferroviaire. La Russie n'a épargné aucun site énergétique ces trois derniers jours. Donc pour eux, c'est le œil pour œil, dent pour dent. Or, le territoire russe, il est vaste par rapport au territoire ukrainien. Eux, ils peuvent détruire des infrastructures énergétiques juste dans quelques régions de la Russie. Mais ils ne pourront pas pour l'ensemble de la Russie. Alors, il faut dire qu'après les attaques répétées contre les centrales, les dépôts de carburant, les réseaux ferroviaires et les centres logistiques, l'Ukraine cherche à démontrer que le territoire russe n'est plus à l'abri. Mais le territoire russe n'est plus à l'abri. Cette partie qui est frappée, c'est Belgorod, juste à quelques kilomètres de la frontière. Mais l'Ukraine sait, l'Ukraine et l'OTAN savent que s'ils frappent la Russie dans les profondeurs, la réaction de la Russie sera inimaginable. Alors on se demande pourquoi c'est juste la région de Belgorod. Si c'est vraiment le œil pour œil, dent pour dent, pourquoi frapper juste la région de Belgorod, qui se trouve dans les narines de l'Ukraine? Peut-être c'est pour atténuer la riposte russe. Et si tel est le cas, ça veut dire que l'Ukraine et l'OTAN sont en train de se ressaisir petit à petit. Eh bien, l'Ukraine et l'OTAN ont intérêt à se ressaisir. Parce que la Russie est vraiment sur ses nerfs, la Russie est en colère. Vladimir Poutine n'est pas insensible à l'ensemble des appels qui lui ont été adressés par des responsables militaires. Donc, les installations énergétiques sont devenues des objectifs prioritaires. Si au début du conflit, les objectifs militaires étaient concentrés sur le front, désormais c'est la destruction totale au fait. Infrastructures énergétiques. Alors, Belgorod et Kaliningrad restent désormais au cœur des attaques de l'Ukraine-OTAN. La Belgorod reste l'une des régions les plus exposées, on le sait déjà, puisque Belgorod est voisine à l'Ukraine. Et dans la région de Belgorod constitue un important point d'appui pour les forces russes qui sont engagées sur le front. C'est-à-dire, la majeure partie des forces russes qui quittent en Russie pour le front ukrainien passent par Belgorod. Donc, la plupart des logistiques se trouvent à Belgorod. L'Ukraine et l'OTAN estiment donc que si la Russie a frappé l'ensemble des logistiques du réseau ferroviaire, des dépôts de carburant, des dépôts de drones en Ukraine, eux aussi doivent viser la ville qui sert de passage pour aller au front. Et donc, la guerre est entrée dans une nouvelle phase de destruction des infrastructures. C'est-à-dire que plus nous sommes en train, le temps passe, plus la guerre est en train de changer d'échelle. Plus on sort sur le théâtre des opérations terrestres pour nous engager dans la destruction
de ce que les gens ont passé plusieurs années en train de construire, c'est-à-dire les infrastructures énergétiques, les réseaux ferroviaires, les ponts. En termes clairs, cette frappe à laquelle l'Ukraine vient de se livrer ne va pas rester sans réponse. La Russie va répondre et de la plus belle des manières. Mais la réponse russe, en continu, va transformer l'Ukraine en poudre, en cendre. Les Occidentaux sont en train de voir cela, ils le savent. Mais ils y gagnent un intérêt. L'intérêt, c'est quoi? Plus l'Ukraine est détruite, plus des entreprises occidentales auront des gros marchés, des gros contrats. Ça parle déjà de la reconstruction de l'Ukraine. C'est de l'argent. La vente des armes pour la destruction de l'Ukraine, c'est de l'argent. Donc, vous avez les businessmen de la crise qui ont derrière eux des entreprises gigantesques qui font entrer des milliards d'importantes mannes financières tant que la guerre continue. Sans compter le fait que les entreprises immobilières et autres ont déjà préparé des plans de reconstruction de l'Ukraine. Voyez-vous, l'une des raisons pour lesquelles le conflit prendra difficilement fin. Difficilement, je vous le dis. Et les gens s'étonnent. Pourquoi la guerre là continue, ça ne s'arrête pas. Elle ne va pas s'arrêter. Parce que le cas en Ukraine est très différent du cas de l'Iran. Ce n'est pas la même chose. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, dames et messieurs, voici la une de l'actualité. Merci de la partager. Je vous reviens tout à l'heure. Washington et Israël sont fâchés. Ce qu'ils sont en train de voir du côté de l'Iran, ça ne leur donne pas la paix. Ils ont décidé de tuer l'ayatollah Ali Khamenei, sa fille et je crois son garde du corps. Ils les ont envoyés au repos éternel, croyant avoir mis fin à l'existence physique et même spirituelle de l'ayatollah Ali Khamenei. Mais en ce 3 juillet 2026, ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient est révélateur d'un amour vrai, d'un amour pur, d'une véritable révolution qu'a incarné l'ayatollah Ali Khamenei. Que son âme repose en paix. Voyez-vous, le 4 juillet va être la cérémonie officielle, je crois, d'inhumation de l'ayatollah. Mais déjà à la veille, des milliers d'autorités en provenance de tous les 4 coins du monde sont en train d'affluer Téhéran. Sans aucune crainte, sans aucune peur. La foule s'est rassemblée. Depuis hier, ça a commencé. En cet après-midi de ce 3 juillet 2026, c'est un monde fou. Et des personnalités, pas des moindres, qui sont en train de rallier Téhéran. Et ça envoie un message clair. Comme vous pouvez le constater sur les images, les gens sont déterminés à donner un adieu digne de ce nom à celui qui a été injustement et lâchement assassiné par l'Occident décadent. Plus de 4 mois après la mort du guide suprême Ali Khamenei, qui a été tué lors d'une frappe américano-israélienne en février, les cérémonies officielles débutent ce 4 juillet à Téhéran avant de se poursuivre à Qom, Nadjaf, Karbala et de s'achever à Mashhad où il sera inhumé le 9 juillet. Attention, j'ai fait erreur. Ce n'est pas demain 4 juillet. Les cérémonies commencent demain. Ça va continuer pendant 5 jours avant qu'il ne soit inhumé le 9 juillet à Mashhad. C'est-à-dire que les Occidentaux ne feront que voir pendant ces 5 jours ceux qu'ils ne veulent pas voir. Les amis de l'Iran ont commencé à se présenter. Les alliés, les soutiens, et même certains pays considérés comme ennemis à l'Iran sont là. Ce type d'inhumation, on n'en a jamais vu. Oui, jamais. Généralement, ça dure 3 jours. Mais cette fois-ci, c'est le comble. Officiellement, c'est 5 jours.
Mais ça commence depuis aujourd'hui déjà. C'est-à-dire, on ira jusqu'à 7 jours. Les autorités iraniennes annoncent la participation de délégations de plus de 100 pays. Plus de 100 pays. L'ayatollah Ali Khamenei, c'est un homme béni. Il faut le dire clairement. Oui, c'est un homme béni. Alors, une délégation de plus de 100 pays, ainsi que de millions de fidèles venus d'Iran et de plusieurs pays de la région. Les autorités ont mobilisé d'importants moyens logistiques et sécuritaires pour faire de ces funérailles une démonstration de force et de puissance politique et religieuse. Attention, les Iraniens ne font rien pour rien. Ces funérailles doivent être l'occasion ultime d'une démonstration de puissance politique et religieuse. Il faut dire qu'après plusieurs mois de guerre, de sanctions et de fortes pressions occidentales, Téhéran veut envoyer un message très clair. Et le message, c'est quoi? La République islamique est toujours debout. C'est ça l'élément central. Du début jusqu'à la fin de ces cérémonies funèbres, je voulais dire, c'est de montrer que la République islamique est toujours debout. L'héritage de l'ayatollah Ali Khamenei n'a pas été bousillé. Il est ancré désormais dans la pensée, dans le corps et dans l'âme même de tous les Iraniens. Et peut-être, c'est pendant ce moment ultime que les ennemis de Téhéran chercheront peut-être à frapper. Mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Pas du tout. Ils ne pourront que assister, bien sûr, à cette démonstration de force et de puissance. Puisque ceux qui sont arrivés sont mélangés. Si l'Iran est en conflit avec Washington et Israël, écoutez, la Russie est présente. Une délégation saoudienne est aussi présente. Beaucoup de pays. Donc s'ils veulent frapper dans le lot, ils vont créer un conflit sans précédent avec plusieurs pays. Ils ne pourront pas donc le faire. Ils ne pourront qu'observer et pleurer dans leur silence. Alors, pourquoi ces funérailles sont-elles devenues un événement géopolitique mondial? Oui, c'est devenu un événement géopolitique mondial. Parce que Téhéran veut transformer le deuil en démonstration de puissance. On n'a pas manqué de le dire. Donc, pour les autorités ukrainiennes, et je dis ukrainiennes, iraniennes, l'objectif dépasse largement l'hommage rendu à l'ayatollah Ali Khamenei. Il s'agit de montrer que le régime conserve une forte capacité de mobilisation, malgré la guerre, malgré les sanctions et les tentatives d'isolement international. Bon, ils ont isolé l'Iran. Ils continuent à chercher d'isoler l'Iran. Mais cette démonstration de force et de puissance, l'Iran veut montrer qu'il n'est pas isolé. Alors, la présence de centaines de délégations étrangères envoie un signal diplomatique. C'est-à-dire que on a la participation annoncée des représentants de plus de 100 pays qui permet à l'Iran d'affirmer qu'il n'est pas isolé sur la scène internationale, malgré les sanctions occidentales. Si les autres pays tenaient coûte que coûte à respecter les sanctions contre l'Iran, aucun de ces pays ne se rendrait. C'est leur martyr qui l'enterre. Mais impossible. L'Iran a toujours partagé des moments idoines avec les autres pays, quelles que soient les sanctions. Donc le régime cherche aussi à consolider sa légitimité intérieure. Vu qu'après d'années de tensions internes, ces cérémonies constituent aussi un test de la capacité du pouvoir à rassembler la population autour d'un nouveau leadership et du récit de résistance nationale. Donc ces funérailles ont un grand enjeu, sont d'un grand enjeu pour l'Iran, un grand défi pour l'Iran et un coup dur pour Washington. La dernière question qu'on se pose, ces funérailles vont-elles renforcer la position internationale de l'Iran? Alors, l'Iran cherche à apparaître plus fort, malgré la disparition de son dirigeant historique. Il faut rappeler, l'ayatollah Ali Khamenei, c'est le dirigeant historique de l'Iran. Mais, écoutez, après le départ de l'ayatollah, des oiseaux de mauvais augure ont estimé que l'Iran allait tomber. Et que l'Iran a perdu sa force.
Et donc c'est l'occasion pour l'Iran, à travers cette mobilisation populaire massive, qui permet de constater l'idée selon laquelle la mort de l'ayatollah Ali Khamenei aurait affaibli durablement le régime était faux. C'est faux. Ils n'ont pas été affaiblis, c'est ce qu'ils veulent démontrer. Et le nouveau pouvoir sera observé par toutes les grandes puissances pendant ces jours de commémoration, de funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei. Alors, en fin de compte, il faut dire que ces funérailles vont redéfinir l'image de l'Iran dans le monde. Ça, c'est très clair, puisqu'au-delà de l'émotion, Téhéran cherche à faire de cette semaine de deuil un événement politique mondial. La plupart des caméras du monde vont rester braquées sur l'Iran, sur cet événement. Et donc, dames et messieurs, nous allons continuer de suivre cet événement très particulier du côté de l'Iran. Tout ce qui va en découler, les moindres détails qui ont un impact géopolitique, nous reviendrons ici pour pouvoir épiloguer là-dessus. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec bien sûr de nouveaux.